Eh bien, on parle de changements climatiques qui sont en alerte rouge pour l'humanité. Et pour parler de ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct le Dr Shahaden Dieb, qui est experte en énergie renouvelable. Bonsoir, Dr Shahaden Dieb. Bonsoir. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler de changements climatiques, mais aussi de notre quotidien. On parle de changements climatiques qui affectent non seulement les pays les plus modestes, les plus pauvres, si vous le voulez bien, les pays en développement. C'est un phénomène qui affecte le monde entier, alors que les pays les plus industrialisés sont à l'origine. Ça fait des décennies qu'on parle de solutions, de mesures à entreprendre, mais on ne voit que des rapports qui précisent que la situation est plutôt catastrophique, que les États, les pas qui ont été justement faits ne sont pas suffisants. Effectivement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une vraie problématique pour arriver à la transition écologique, oui, et arriver à ce qu'on appelle la décarbonisation, qui est, en fait, affecte de façon directe la région MENA, la région africaine et la région aussi des pays qui sont sous-développés ou en voie de développement. oui. Et on voit en fait qu'aujourd'hui, c'est la source de tout ce qui est activité industrielle, c'est les pays en fait producteurs des émissions CO2, qui sont vraiment les pays industrialisés, qui représentent à peu près 90% de ces émissions, qui ils impactent aussi de façon directe aujourd'hui les problématiques liées au changement climatique. Oui. On souffre en fait tous, et en même temps les pays du Sud fait face à ces dérèglements climatiques qui aujourd'hui menacent la sécurité alimentaire et augmentent la dépendance en fait de l'importation, la hausse des prix, la hausse des températures et aussi la pression sur les sources d'énergie. Il y a une vraie perte économique et en même temps des phénomènes climatiques extrêmes qu'on voit aujourd'hui. Très bien. Vous parlez de phénomènes extrêmes. On est témoin de phénomènes extrêmes, vous le précisez. Selon les rapports entre 1970 et 2019, la moitié des catastrophes survenues ont été causées par des catastrophes liées aux conditions météorologiques, au climat et à l'eau. Aujourd'hui, comme vous l'avez justement aussi précisé, la transition écologique reste la solution magique, mais on n'arrive pas vraiment à parvenir ou à voir, si vous le voulez bien, l'impact de cette transition écologique sur le climat, sur l'environnement, par rapport à ces catastrophes davantage. Ou plutôt c'est le contraire, on voit davantage de catastrophes naturelles. Est-ce que les séismes, c'est lié aussi au changement climatique, la montée de la température de la Terre par exemple? Il faut aussi dire qu'aujourd'hui, quand on observe, on voit des cas d'extrêmes phénomènes climatiques, quand on voyait oui, ce qui s'est passé dans la région, même en Égypte, il y a très peu de temps. Actuellement, ce qui s'est passé aussi en Libye, ce qui se passe aussi sur la côte, ce qui s'est passé en Grèce, l'augmentation aussi de la température de la Méditerranée, qui ne comporte pas un peu dans ce qui est dans cette politique climatique, mais il faut dire aujourd'hui que les efforts par rapport aux problèmes environnementaux doivent être mondial. Il n'y a pas un seul pays qui doit le faire. Et en même temps, il faut respecter les décisions politiques et en même temps les décisions qui étaient prises lors de conventions climat, lors de la convention de sommet de Sharm el-Sheikh ou de Dubaï ou de Bangkok. Mais on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas d'engagement par rapport aux pays industrialisés, par rapport aux engagements, par rapport à ce qui était prévu lors de ces conventions internationales. Et on voit l'impact direct qui arrive aujourd'hui sur les pays du Sud. Et on parle un peu de ce dossier, en fait, des dommages et
des dommages et de compensation qui, jusqu'à maintenant, les 100 milliards, ils n'arrivent pas. Donc, il y a une bonne nouvelle, on verra ça demain, où le Cour international il va peut-être reconnaître les problèmes posés par le changement climatique comme une crime environnementale. C'est vraiment nouveau. On entend la décision demain avec impatience de l'accord international. C'était à l'issue en fait plutôt d'un procès qui était porté par des pays qui étaient en fait impactés par les remontées des eaux dans l'Océanie. On voit aujourd'hui, si aujourd'hui on y arrive à reconnaître des préjudices environnementaux dans les cours internationaux, vraiment ça peut peut-être changer la donne lors de ces procédures des compensations et réactiver ce dossier et en même temps ce mécanisme de financement des compensations lors des dommages climatiques. Donc on peut là parler aussi de volonté politique d'un côté et de résolution pas si efficace ou dans la mise en application n'est jamais si respectée. Exactement, parce qu'aujourd'hui il y a un débat juridique énorme. Vous savez, on en a prévu en fait lors de la sommet, on a reparlé encore de la climatique la dernière fois à Bangkok, lors de ces dossiers-là et de la convention de cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Par contre, aujourd'hui, il n'y a pas des lois au niveau juridique contraignantes. Exactement. Voilà. Pour ça, la Cour aujourd'hui internationale devrait essayer de mettre en place lors de cette jury qui est représentée par un Indien qui s'appelle Ruth Ranjari, en même temps estimer quel type d'instrument en fait juridique on peut employer, comment obliger ces nations qui ont causé les effets dévastateurs au changement climatique, qui sont les responsables. Ce sera vraiment un sujet très important à mettre sur la table, sur des bases juridiques, où en fait on pourra se retrouver après si ces lois être adoptées, c'est repris au sérieux. Les pays en fait de plus qui étaient impactés par des catastrophes, des phénomènes extrêmes climatiques arriver dans la Cour internationale et demander par des préjudices et peut-être par rapport à ce cliché de compensation au niveau des dommages causés par le changement climatique. Très bien. À l'échelle nationale, c'est l'Égypte qui, malgré les défis régionaux, les défis économiques, malgré une situation, justement, et je reviens à cette situation économique qui n'est pas à la meilleure, des défis que l'Égypte a connus au cours des dernières années, on parle d'un pays qui s'investit dans le domaine de ou dans la voie de la transition écologique. Vous avez rappelé les maintes sommets de l'ONU sur le climat. Vous avez rappelé la COP27 dans le cadre des conférences de l'ONU sur le climat. C'est l'Égypte qui avait accueilli la COP27 à Sharm el-Sheikh. Et là, on avait parlé d'une ville verte. Ce n'est pas la seule ville qui est en voie, si vous le voulez bien, de devenir verte. Parce que sur cette voie, il y a pas mal de villes qui sont sur cette voie vers cette transition écologique. Quels sont les défis devant l'Égypte vers cette transition? Il faut dire qu'aujourd'hui, l'Égypte est dans une position qui n'est pas évidente aussi par rapport à... Tout à fait. Je connais qu'il est dans une situation quand même géopolitique très sensible et en même temps ça aide pas beaucoup en fait pour au niveau économie pour arriver à la transition écologique parce qu'il faut pas voilà se cacher, on en a besoin d'investissement, on a besoin quand même que des gros investissements dans l'énergie renouvelable, des gros investissements dans des infrastructures en même temps pour arriver à cette transition écologique. Et pour ça, en fait, je pense que c'est important de regarder les grands efforts qui se font par l'Égypte par rapport à ça au niveau de l'hydrogène vert ou l'hydrogène bleu, et en même temps, ce qui se passe au niveau des décisions
politique au niveau de l'environnement écologique, même si on a trop de pression économique et géopolitique. Par contre, je pense en fait c'est un grand défi par rapport à l'équipe. Moi, je pense en fait que beaucoup d'entreprises veulent investir sur ces projets, en fait, qu'on a fait l'hydrogène vert et l'hydrogène bleu en Égypte, parce que je pense que c'est une porte qui est intéressante vers l'Afrique. Mais ce sera quand même, on ne peut pas le faire seul. Tout à fait. Et pour ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a un rôle à jouer avec les autres pays qui peuvent être en Afrique ou les autres pays qui peuvent être industriels, qui peuvent aider aussi par rapport à ces projets. Mais je pense qu'il peut être un catalyseur de développement économique dans la région, même s'il y a un grand défi aujourd'hui de stabilité dans cette région-là qui n'est pas toujours évidente, qui présente un vrai défi pour les îles. Parfait. Dr Shaden Dieb, vous êtes experte en énergie renouvelable. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et ces informations. Merci à vous. Là, on reste... Merci. On reste avec le même dossier puisque c'est la justice climatique qui est un concept politique central dans la quête d'une réponse non seulement équitable mais aussi efficace face au défi mondial du changement climatique. À l'intersection plutôt du droit, de la politique et de l'environnement, cette justice climatique cherche à assurer une distribution équitable des charges et des bénéfices liés aux actions visant à atténuer les effets du changement climatique. La justice climatique vise à équilibrer les responsabilités et les droits entre les nations, les générations et les groupes sociaux. Elle repose sur les principes d'équité, de responsabilité commune, mais différenciée et de participation des parties prenantes. Chaque individu et chaque communauté de chaque pays a le droit de bénéficier d'un environnement sain et durable. Les actions entreprises face au changement climatique tiennent compte des disparités et ne créent pas de nouvelles inégalités. Chaque action et chaque décision contre le changement climatique doivent contribuer à un avenir plus équitable et durable pour tous. L'action des pays industrialisés a significativement contribué aux émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique dans le monde. Il est de leur responsabilité d'atténuer les effets du changement climatique et d'aider les pays moins développés à s'adapter. Les actions contre le changement climatique ne doivent pas être de nature à compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. La justice climatique implique la protection des droits fondamentaux comme le droit à un environnement sain, à l'eau potable, à la sécurité alimentaire et à un logement décent. Les processus de prise de décision liés au changement climatique doivent être inclusifs et permettre la participation de tous, en particulier des communautés les plus vulnérables aux effets des changements climatiques. Les inégalités environnementales sont au cœur de la question de la justice climatique. Les populations les plus vulnérables sont les plus touchées par les effets du changement climatique. Paradoxalement, ce sont elles qui ont le moins contribué aux émissions de gaz à effet de serre. Les pays les plus riches ont une empreinte carbone beaucoup plus importante, créant ainsi un déséquilibre majeur. 10% des États les plus riches du monde sont responsables de plus de la moitié des émissions de carbone. Un des enjeux majeurs de la justice climatique est de rectifier ces déséquilibres entre les humains. La France, dans la loi sur le climat de 2019, s'est ainsi engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Cela va dans le sens de l'accord de Paris de 2015.